Bonjour à tous. Attends quelques minutes. Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour trouver votre place, parce que je crois que l'amphithéâtre est complet, donc c'est peut-être un peu compliqué. Bonjour à tous. Donc Philippe vous l'a expliqué en préambule, ça fait déjà maintenant quelques années que nous publions nos priorités de supervision, qui permet de mettre en avant certaines zones de risque que l'AMF a identifiées. Cela permet aussi d'attirer votre attention sur des points de vigilance spécifiques et vous inciter à examiner plus particulièrement certaines de vos pratiques au regard des obligations professionnelles en vigueur. Je passe la main à Nicolas qui va vous indiquer les grandes lignes du calendrier des campagnes de contrôle spot. Bonjour à tous. Alors c'est un exercice maintenant traditionnel. Bon, vous savez que maintenant depuis 6 ans, nous publions nos priorités de supervision en tout début d'année. Je vous invite d'ailleurs à lire le document. Vous y retrouverez le détail, le document qui est sur le site de l'AMF et qui détaille l'ensemble des axes et des priorités que nous allons décliner. Alors, dans ces priorités, un des outils principaux, ce sont les contrôles. Nous en faisons une 60aine par an. Nous faisons des contrôles classiques qui ont un format particulier, dont certains d'ailleurs peuvent déboucher en répressif, mais nous faisons aussi un grand nombre de contrôles qui sont des contrôles dits de supervision, les fameux spots, qui nous permettent, ça représente une part majoritaire de nos contrôles, puisque maintenant nous faisons 7 vagues chaque année avec 5 acteurs, c'est-à-dire 35 contrôles. Donc un peu plus de la moitié de nos contrôles sont des contrôles de supervision, même si dans les contrôles classiques, nous faisons également de la supervision. Alors, nous avons un calendrier qui a été bien défini en début d'année, que vous avez sous les yeux. Nous allons revenir sur les différents thèmes qui, à la fois qui atterrissent et puis qui vont être lancés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Côté société de gestion, c'est la slide que vous avez sous les yeux. Nous avons publié une synthèse, puisque je le rappelle, dans les spots, l'objectif est de publier un livrable qui définit des bonnes et des mauvaises pratiques qu'on a constatées dans le panel des 5 acteurs que nous avons visités. Donc la cybersécurité, nous avons publié en décembre 2023 une synthèse, c'est la 3e synthèse sur ce thème. On a depuis maintenant 3 ans beaucoup travaillé sur ce sujet de la cybersécurité. J'en profite pour vous dire que maintenant, on ne se cache plus du fait que nous allons maintenant envisager des contrôles plus répressifs sur ce sujet, qui est un sujet d'importance pour tous. Le sujet de la délégation de gestion, nous devrions publier une synthèse dans les toutes prochaines semaines. C'est à la fois délégation de gestion reçue et donnée par les acteurs. Nous avons contrôlé donc un panel de 5 grands acteurs, 5 grandes sociétés de gestion, et nous publierons cette synthèse d'ici une quinzaine de jours. La finance durable, alors sur le thème SFDR, on va y revenir sur tout ça. L'objectif est de publier en juin cette synthèse. Et puis enfin, sur le sujet de la qualité des données, c'est un 2e thème, qualité des données numéro 2, qui avait été lancé en décembre 2023 et dont la synthèse sera publiée en juillet, à la fois sur les données AIFM que vous envoyez donc à l'AMF, AIFM, MMF, et aussi sur le sujet ROSA. Alors nous allons lancer
en parallèle. Dans les prochains jours, prochaines semaines, le premier thème 2024 sera sur ratio, indemnisation et réclamation. On va y revenir, je passe vite. Ensuite, la qualification et le niveau de connaissance des collaborateurs dans les sociétés de gestion sera lancé en juin. Et puis, nous finirons septembre par politique de vote et d'engagement. On va y revenir sur tous ces sujets dans la présentation que nous allons faire. Et puis, gouvernance et rôle des dirigeants en octobre 2024. Du côté des distributeurs psy, c'est juste la slide d'avant, voilà. Du côté des distributeurs psy, nous venons en février de publier la synthèse sur le sujet du traitement des réclamations. Nous devrions publier avant la fin du semestre, du premier semestre, celle sur la documentation commerciale des OPC sur les aspects ESG, qui reprend le thème documentation commerciale, qui est un thème qui nous soucie un peu, à vrai dire, en ce moment. Et sur la commercialisation des SCPI en démembrement, là on est vraiment sur l'aspect distributeur. Nous avons publié il y a quelques semaines cette synthèse. Nous lançons dans quelques jours un spot sur la question des préférences de durabilité dans le conseil. Là on est vraiment sur l'aspect conseil en investissement. Ce spot sera suivi de l'implication de la conformité dans les processus transverses. On va y revenir sur tout ça. Et puis, juste avant les vacances, la question du conseil en investissement digitalisé. Merci Nicolas. Donc nous allons maintenant passer à la première thématique que nous allons développer lors de cette présentation. Sans grande surprise, il s'agit de la finance durable, puisque, voilà, outre les nombreux textes qui sont rentrés en vigueur ces dernières années, la finance durable est l'une des 3 priorités thématiques du plan stratégique Impact 2027 de l'AMF et a été érigée par l'ESMA pour 2024 au rang de priorité stratégique de supervision de l'Union en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille. Donc voilà, que des raisons qui militent pour vous en parler en détail au cours de cet atelier. Alors je commencerai par quelque chose de déjà publié, à savoir une synthèse spot sur le respect des engagements extra-financiers contractuels des sociétés de gestion. Le titre est un tout petit peu long, mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'aller vérifier que les engagements extra-financiers qui ont été pris par les sociétés de gestion dans la documentation commerciale de leurs fonds, que ce soit pour revendiquer l'éligibilité à un label, que ce soit pour être autorisé à faire des aspects ESG un axe de communication centrale au niveau de leurs fonds. Donc il y a plein de raisons qui militent pour ça. On n'est pas sur l'application des textes européens qui sont arrivés plus tard, mais bien sur des choses qui sont plus anciennes. Ça peut être par exemple l'application, comme je l'indiquais, on va dire de la position recommandation 2020-03. Donc cette synthèse a été publiée le 12 juin 2023. Je vous invite à vous y référer, mais je pense que vous la connaissez déjà, qui a regardé l'ensemble des méthodologies de gestion et de notation ESG, les moyens, l'organisation mise en œuvre et les contrôles. Et c'est effectivement sur les contrôles en fait que l'on a eu le plus de remarques ou de mauvaises pratiques, avec une marge de progression relativement forte des établissements sur les contrôles de premier niveau sur les données, la donnée étant évidemment centrale pour respecter ce genre d'engagement, une insuffisance des contrôles sur les forçages de notes qui existe aussi en matière extra-financière, et d'une manière plus générale, la nécessité de renforcer les contrôles de deuxième niveau. Ce contrôle a également été l'occasion, de toucher du doigt la thématique du contrôle par les dépositaires de ces obligations. J'y reviendrai plus tard, je ne vais pas développer ça tout de suite, mais c'est un thème sur lequel les dépositaires et les sociétés de gestion ont encore de la marge de progression. Donc, des choses qui ne sont absolument pas nouvelles. Alors, un tout petit peu plus nouveau, la deuxième thématique, la bonne mise en œuvre du règlement SFDR par les SGP. Alors, c'est nouveau, mais pas tant que ça, puisque même si
Les engagements extra-financiers, en général, remontent maintenant à plusieurs années. Le règlement SFDR est un tout petit peu plus récent, puisque les classifications sont rentrées, pour rappel, en vigueur en mars 2021, et la transparence sur les Principal Adverse Impact est rentrée en vigueur fin décembre 2022. Donc des choses un petit peu plus récentes, mais compte tenu, je dirais, de la priorité de supervision qui a été faite sur cette thématique, contrairement, je dirais, à l'usage en matière de supervision, on va le plus souvent pas regarder tout de suite l'application d'un texte après ses entrées en vigueur. Là, compte tenu de l'importance de la thématique, de la priorité qui est donnée par les autorités de supervision et politique à la thématique, et un peu de la pression des stakeholders d'une manière générale sur le sujet, c'est une priorité. Donc c'est des choses qu'on est allé regarder quelques années après leur mise en œuvre, avec un CSA qui est une action de supervision commune au niveau de l'ESMA qui a été lancé en juin 2023 sur la thématique, avec un calendrier un petit peu décalé par rapport à d'habitude, et qui prend la forme d'une part d'un questionnaire adressé par la direction de la gestion d'actifs aux acteurs, et d'un contrôle spot que je laisserai Nicolas développer dans 2 minutes. Donc sur le CSA, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pas nécessairement grand-chose à ce stade, puisque c'est des choses qui n'ont pas encore été publiées. Pour déflorer un tout petit peu le sujet quand même, dans les choses qui sont ressorties relativement fortes à l'occasion de ce questionnaire, il y a, je dirais, 2 choses. Alors, les procédures, j'allais dire un petit peu comme d'habitude, il y a encore, du travail à faire, la marge de progression sur la structuration des procédures en matière d'obligation de publication et de reporting SFDR. Et un point très précis sur lequel les remontées constatées nous ont suggéré une forte marge d'amélioration, voire ont permis de mettre à jour des pratiques qui sont non conformes, qui sont les indicateurs sur les gaz à effet de serre. Là, pour le coup, on peut déjà vous livrer le message tout de suite, il y a des progrès à faire. Je passe la parole à Nicolas sur le spot. Oui, le spot, comme je le disais, il a été lancé en septembre dernier. Nous avons envoyé les rapports aux 5 prestataires fin février, donc on est à la, fin du processus. On est en train de dépouiller les réponses, et l'objectif, c'est qu'on publie une synthèse au mois de juin, peut-être fin mai. Bon, sur cette question de la finance durable, je pense, tout comme la cyber, là aussi, on fait beaucoup d'accompagnement, on en parle beaucoup. On voit quand même des choses qui sont pas belles. Donc, on va passer à une phase répressive maintenant sur des contrôles classiques, très probablement dans les prochaines semaines, prochains mois. Je le dis parce que maintenant, après ces spots et ces actions qu'on mène, le temps est venu de passer à davantage de répression que de pédagogie, parce qu'on voit des choses, je le redis, qui ne sont pas belles. Alors, sur un spot que nous allons lancer là en mars, donc dans les prochaines semaines, c'est la question de la prise en compte des préférences de durabilité dans le parcours client. Bon, je ne vous cacherai pas qu'on est un peu inquiet sur ce sujet, parce qu'on sait que en matière de questionnaire, d'adéquation, notamment dans les grands réseaux, on a souvent une compréhension et une réglementation qui est mal comprise par les acteurs. On le voit sur l'adéquation. On a encore des choses sous mi-fin qui ne sont pas encore complètement mis en œuvre. Donc on est un peu inquiet sur ce spot, d'autant que le spot est précédé, on est en train d'atterrir sur des visites mystères qui regardaient ce thème en particulier, et les constats des visites mystères sont vraiment pas brillants. Donc on va lancer ce spot dans les prochaines semaines, et on vous rendra compte de la synthèse probablement tout début d'année prochaine. Alors, toujours dans la thématique ESG, la documentation commerciale ESG. Donc là, c'est un spot et une action de supervision de la DGA qui ont été menées simultanément dans l'univers de la distribution. Donc avec un questionnaire de la DGA qui a porté sur 80 fonds français et étrangers. Il s'agissait d'aller s'assurer de la manière dont l'extra-financier était
présentée dans la documentation commerciale de ces fonds, avec une vigilance particulière sur les fonds étrangers qui sont, je le rappelle, également soumis aux obligations de la position recommandation 2020-03, et un contrôle spot sur 6 acteurs qui pratiquent l'architecture ouverte. Donc il s'agissait d'aller aussi regarder les dispositifs, le rôle des distributeurs dans le processus de validation et le dispositif de contrôle interne. Un petit peu trop tôt pour vous livrer les constats qui sont en cours de validation, mais la publication de la synthèse devrait avoir lieu dans le courant, probablement vers la fin du deuxième trimestre 2024. Alors, cette priorité stratégique de l'Union, elle se décline aussi pour les administrateurs d'indices qui sont soumis au règlement benchmark. Pour ce faire, l'ESMA a décidé de réaliser une Common Supervisory Action qui va porter sur les exigences de transparence ESG des indices. Ce CSA va se dérouler en 2 phases. La première phase est finie. Elle consistait à envoyer un questionnaire introductif afin de mieux cibler l'échantillon de la deuxième phase. Cette deuxième phase, elle va commencer au mois d'avril. Elle permet de mieux cibler les acteurs qui seront soumis à ce second questionnaire. Ce questionnaire sera donc envoyé courant avril 2024 aux administrateurs d'indices qui fournissent des indices Paris Aligned Benchmark et ou Climate Transition Benchmark et ou des indices qui poursuivent des objectifs ESG. Voilà, à l'issue de cette seconde phase, les constats de chacune des autorités seront mis en commun au niveau de l'ESMA afin de dresser un état des lieux et de répertorier les bonnes et les mauvaises pratiques ainsi que les situations de non-conformité. Et nous nous appuierons sur la conclusion de ces travaux pour mieux cibler ensuite nos propres actions au niveau de l'AMF. Et alors, peut-être le meilleur pour la fin, pour clôturer cette longue séquence consacrée à la finance durable, un point d'attention qui est le rôle des dépositaires dans le dispositif, puisque, je le rappelle, les dépositaires en France doivent s'assurer de la régularité des décisions de la société de gestion, traduire, vérifier notamment que l'ensemble des restrictions d'investissement, des ratios, tout ce qui figure en fait dans la documentation légale des fonds est bien respecté. Donc, ce sont des dispositifs que vous connaissez, qui sont en place depuis très longtemps pour ce qui est des ratios financiers, des ratios de division des risques notamment. Le texte n'est pas limitatif et trouve également à s'appliquer en matière de ratios extra-financiers. Le contrôle spot que je mentionnais tout à l'heure sur le contrôle des engagements des sociétés de gestion a montré que finalement le rôle des dépositaires dans le dispositif n'était pas encore au niveau où nous souhaiterions qu'il soit, puisque un petit tiers seulement des sociétés de gestion qui ont été interrogées ont indiqué avoir échangé sur le sujet avec les dépositaires et sur le panel du spot, sur les 6 dépositaires concernés, un seul seulement intervenait sur le contrôle a posteriori des engagements extra-financiers. Donc ça a amené l'AMF à ouvrir avec la profession un round de discussion relativement long. Quand je dis la profession, c'est à la fois le post-marché, les dépositaires et les sociétés de gestion de portefeuille, pour essayer de trouver les contours de ceux que pourraient être des contrôles réalisés par le dépositaire en matière extra-financier, puisque si on doit reconnaître que lorsque les ratios en question ou ces engagements s'appuient par exemple sur des processus internes ou des données internes à la société de gestion, comme par exemple une notation interne, il est difficile d'indiquer au dépositaire qu'il doit réaliser ces contrôles de manière complètement autonome. Il a besoin de ce qui est fait du côté de la société de gestion pour s'assurer du respect des engagements en question. Donc il y a tout un tas d'échanges dont je vous ferai grâce du détail, qui a fini par se conclure par un courrier qui a été adressé par l'AMF il y a quelque temps à la fois aux associations de dépositaires et aux associations de sociétés de gestion pour délimiter les contours de ce qu'on pense ne pas être un dispositif acceptable, des choses qui seraient trop limitées, où le dépositaire se contenterait d'être par exemple le récipiendaire des dépassements actifs constatés par la société de gestion. Ça nous semble pas suffisant pour que le dépositaire puisse être considéré comme ayant rempli ses obligations en la matière. En revanche, on reconnaît qu'il y a une forme de dépendance du dépositaire sur la société de gestion sur un certain nombre de choses, et un dispositif du style audit du dispositif plus réception par le dispositaire de l'ensemble de la séquence des ratios, des valeurs des ratios, pourrait s'avérer suffisant. Un peu, si je me permets un parallèle avec des choses qui sont
sont tolérés aujourd'hui dans le domaine financier, un peu comme ce qui est en place pour les contrôles de value at risk. On ne demande pas aux dépositaires de refaire une value at risk, là on ne demande pas aux dépositaires de refaire sa propre notation OSG, ça n'aurait pas beaucoup de sens, c'est bien celle de la société de gestion qui fait foi en la matière. Mais on veut qu'il y ait un minimum d'orthogonalité dans ce que le dépositaire fait pour qu'il s'assure un minima que la société de gestion fait bien les contrôles qui sont décrits. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette séquence-là. Donc c'est un point de vigilance puisque le dispositif n'est pas encore où on veut. Et je vais repasser la parole à Nicolas pour l'introduction du deuxième thème sur la gouvernance, conformité et le contrôle. Oui, avant de passer à ce deuxième thème, juste pour vous, j'ai oublié de vous mentionner, nous allons faire, et nous le faisons régulièrement, des ateliers sur l'atterrissage, enfin pour vous expliquer certaines synthèses spot. Il y a un prochain atelier qui est prévu en mai sur le thème de la réclamation, des réclamations. Et donc je vous invite c'est sous la forme de webinaire, notre direction de la communication est très efficace pour ces ateliers, à suivre ces ateliers. Donc le deuxième thème, gouvernance, conformité et contrôle, c'est un thème nouveau. L'ESMA mentionne dans sa cartographie des risques d'octobre 2023 cette question de la gouvernance et des contrôles au sein des sociétés de gestion, en particulier dans le cas des schémas de délégation et d'externalisation, dont la synthèse d'ailleurs sera publiée, puisque nous avons mené un spot sur ce thème, et la synthèse sera publiée d'ici 3 semaines sur le site de l'AMF. Mais au-delà de ça, nous pensons qu'une bonne gouvernance d'entreprise participe du bon respect des obligations professionnelles des sociétés de gestion. Donc c'est un thème tout nouveau, c'est un thème qui vous concerne en plus tous très directement, encore plus directement que les autres, puisque ça vous touche, c'est bien au cœur de votre métier. Donc nous allons tout d'abord mener un spot sur le sujet de la gouvernance et du rôle des dirigeants au sein des sociétés de gestion. Ce spot sera lancé plutôt à la fin de l'année, en octobre 2024. Nous définirons un panel de 5 acteurs représentatifs et différents. L'objectif, c'est d'avoir des sociétés de taille et de nature juridique très, très différentes, à la fois des sociétés qui appartiennent à un groupe et des sociétés qui sont davantage entrepreneuriales. Donc nous regarderons tout ce qui a trait au comité en place, à la comitologie, au processus d'établissement et de validation des politiques et procédures, et à l'articulation entre le rôle des dirigeants et celui du contrôle interne. Autre sujet, autre spot qui sera lancé toujours dans cette thématique gouvernance, conformité et contrôle, c'est celui de la qualification et du niveau des connaissances des collaborateurs au sein des sociétés de gestion. Vous savez que c'est une obligation réglementaire, que à la fois on ira regarder plus précisément, je dirais, 3 populations, vous d'ailleurs, d'abord les RCCI, mais également les vendeurs, et les gérants, bien sûr. Les sociétés de gestion ont la possibilité que les examens, la certification, ça soit organisé en interne au sein des sociétés, mais également que ça soit mis en place par des instituts qui sont accrédités par l'AMF, et par le HCCP, le Haut Conseil de certification professionnelle. Donc on ira regarder, là l'objectif c'est d'aller regarder des sociétés de gestion qui internalisent ce dispositif, et on regardera donc le corps procédural, le contenu des formations assurées et le dispositif de contrôle interne, sans oublier l'implication de la DRH. Le lancement prévu de ce contrôle spot est mai ou juin, en tout cas avant les vacances. Alors, l'implication de la conformité dans les procédures transverses, c'est un titre un peu barbare. Je vais essayer de vous l'expliquer un peu mieux en quoi il consiste.
Jusqu'à présent, l'AMF, elle s'est surtout attachée à étudier les dispositifs de conformité au sein des prestataires de services d'investissement au travers essentiellement des plans de contrôle et de leur application. Les analyses et les investigations ont porté bien plus rarement sur l'implication dont doit faire preuve le RCSI sur un certain nombre de dispositifs transverses en coopération avec la direction des ressources humaines. Par exemple, l'AMF doit être informée des mesures disciplinaires qui sont prises à l'égard des collaborateurs qui sont titulaires d'une carte professionnelle, comme les négociateurs ou les analystes financiers, par exemple. Or, on constate des pratiques qui sont vraiment très, très hétérogènes en la matière. Donc, l'AMF va conduire une campagne de spot, une campagne de contrôle spot qui est prévue non pas en mars, mais en avril 2024, afin d'analyser le rôle dévolu à la fonction de vérification de la conformité dans les dispositifs transverses que vous voyez ici dans cette slide. Ces dispositifs transverses peuvent être le rôle de la conformité dans l'élaboration des schémas de rémunération des collaborateurs concernés. C'est en lien notamment avec l'orientation ESMA qui est entrée en vigueur le 3 octobre 2023 et qui apporte des précisions sur la conception des politiques et des pratiques de rémunération. Ça peut être aussi le rôle de la conformité lors de la contribution annuelle à la fixation des objectifs des collaborateurs concernés. Ça peut être aussi la responsabilisation des collaborateurs dont le comportement a engendré une sanction de la part des plateformes de négociation pour non-respect de ces règles. Donc, en parallèle de ces contrôles spot, il y aura bien sûr des actions de supervision qui s'attacheront à vérifier cette même problématique. Un autre point sur la gouvernance et le contrôle des activités externalisées. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet puisqu'il y a un atelier dédié cet après-midi sur la gouvernance et le contrôle des activités externalisées chez les prestataires de services d'investissement. L'externalisation, on le sait, c'est une pratique commune qui touche diverses activités et qui pourtant est souvent mal maîtrisée, y compris en intragroupe. Donc cette thématique, il faut le savoir, elle est non seulement un point d'attention au sein de l'AMF, mais elle est également un point d'attention au sein des autres régulateurs européens, mais aussi des régulateurs prudentiels. Donc parmi les points d'attention, vous avez bien sûr la tenue du registre des prestations externalisées en distinguant celles qui sont critiques, la contractualisation des accords, l'identification de la personne en charge de la supervision des tâches externalisées, la supervision et l'évaluation de ces activités au travers notamment de la mise en place et de l'analyse des indicateurs, des rapports de contrôle interne du prestataire, etc. Un dernier point d'attention, la responsabilité, elle, ne s'externalise pas. Donc je n'en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, venez nombreux à l'atelier de cet après-midi. Il y aura non seulement mes collègues de l'AMF, mais aussi de la CPR et le retour d'expérience de 2 prestataires de services d'investissement. Alors, dernier thème rentrant dans cette grande thématique, la commercialisation des offres digitales innovantes, transfrontières et ou portant sur des instruments complexes. Un sujet relativement vaste et recoupe des réalités un peu différentes. On commencera par un contrôle spot prévu dans le courant de l'année 2024 qui démarre normalement en juin sur le conseil digitalisé fourni par les prestataires de services d'investissement. Donc il s'agit d'identifier, comme pour tout spot, les pratiques, les bonnes et mauvaises pratiques en la matière. Donc le spot n'ayant pas eu lieu, évidemment, je ne peux pas vous en livrer les conclusions, mais la philosophie générale est quand même de rappeler que le conseil automatisé, ça reste du conseil, donc ça reste soumis à toutes les obligations réglementaires touchant au conseil. Voilà, qu'il n'y a pas de carve-out lorsque le conseil est fourni par un robot ou de manière automatisée. On a également prévu des actions de supervision individuelle sur la thématique du conseil digitalisé qui vont commencer et on va prendre leur point de départ par l'inclusion de questions sur cette thématique dans la fiche de renseignement annuelle PSI 2023, donc qui nous permettront ensuite d'aller cibler des populations éventuellement aller interroger de manière plus approfondie sur ces thèmes-là. Je mentionne un thème connexe aussi qui fait actuellement l'objet d'études au sein de l'AMF, qui est celui de l'intelligence artificielle. Alors c'est pas tout à fait la même chose que du conseil automatisé, encore qu'il peut y avoir
il peut y avoir des connexions entre les deux sujets, mais étant donné que c'est une pratique, en fait, une utilisation on sent un certain frémissement au sein des sociétés de gestion de portefeuille, même si, même pour les plus avancées d'entre elles, ça reste encore à l'état relativement expérimental et de prototype, mais que par ailleurs, ça commence à faire son chemin dans les points d'attention des régulateurs au niveau international. On est en train de regarder le sujet, d'interroger certains acteurs sur la question, déjà pour commencer par se faire une idée des pratiques en la matière et des risques associés, puisque il y a un certain nombre de risques dans lesquels je ne rentrerai pas, qui peuvent être associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans les processus d'investissement. On aura également des actions de supervision individuelle sur les offres digitales innovantes ou portant sur des instruments complexes, notamment pour vérifier que le dispositif qui est derrière ces offres est suffisamment robuste et que l'information délivrée aux clients est suffisamment claire, avec en particulier une étude en cours sur les Actively Managed Certificates, les AMC. Alors, ce sont des produits qui existent depuis un certain temps en Suisse, et donc on commence à voir arriver en distribution sur le marché français, notamment par l'intermédiaire de CIF. C'est des produits qui sont un petit peu compliqués à qualifier juridiquement, mais sur lesquels, à ce stade, je peux vous faire passer un message qui est, ce sont des produits qui peuvent présenter un certain degré de complexité, avec la nécessité pour les distributeurs de respecter les dispositions de la position AMF 2010-05 sur les produits complexes qui s'appliquent à ces instruments-là, même s'ils n'ont pas le statut de fonds. Ce thème-là conclut en fait la deuxième thématique sur laquelle nous avons choisi de faire un éclairage aujourd'hui, ce qui m'amène à la troisième thématique, qui est celle de la donnée. Alors la donnée, c'est pas un sujet complètement nouveau. On vous en a parlé les années précédentes. On en avait fait une priorité de supervision. Donc c'est un enjeu à la fois pour les régulateurs et pour les acteurs, puisque de plus en plus les régulateurs basent leurs approches de supervision sur des données qui remontent des acteurs. Je pense que vous l'avez constaté pour ceux d'entre vous qui sont là depuis longtemps, que la quantité de données fournies par les acteurs régulateurs ne cesse d'augmenter, basée sur l'évolution de la technique, et c'est un mouvement qui ne va pas nécessairement s'arrêter. Donc la qualité des données est devenue un enjeu majeur, aussi bien pour les acteurs assujettis qui doivent fournir ces données aux régulateurs, que pour les régulateurs qui derrière les utilisent à des fins de supervision. Donc avec une nécessité pour les acteurs de s'assurer de leur qualité, de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur ponctualité, à travers des dispositifs de contrôle qui sont robustes. C'est une thématique d'une manière générale. Alors, Didier l'a dit, c'est un enjeu pour les acteurs, c'est un enjeu aussi pour le régulateur. Si je prends par exemple le reporting MIFIR, c'est près de 200 acteurs qui ont transmis 1,3 milliard de transactions en 2023. Pour EMIR, c'est environ 1200 entités qui déclarent. Donc forcément, l'AMF, elle effectue des contrôles sur la qualité des données des déclarants, mais ceux-ci ne peuvent se substituer aux contrôles que vous devez faire vous-même. Vous devez vous assurer de la cohérence des transactions que vous nous déclarez. Nous participons également aux exercices européens de qualité de données. Il y a 2 campagnes de qualité qui sont prévues au titre d'EMIR au Q2 et au Q3 de cette année, et une campagne sur SFTR au Q2 également de cette année. Le contrôle accru de la qualité des données, elle passe au travers des campagnes thématiques avec restitution sur le site internet de l'AMF. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en février, nous avons réalisé une campagne sur le reporting MIFIR qui portait sur les identifiants des personnes physiques. Une nouvelle campagne va commencer, elle est relative au champ identifiant les activités des succursales. C'est une campagne qui est très importante, ces champs doivent être remplis de façon correcte puisque ces champs permettent le routage des transactions entre les autorités européennes. Nous allons transmettre des rapports de qualité de données à certains établissements. On ne peut pas faire un exercice exhaustif compte tenu de l'ensemble des déclarations que nous recevons, mais nous nous attacherons à cibler les établissements qui effectuent le plus de reporting ainsi que ceux qui présentent les problèmes les plus importants. Nous allons avoir aussi des interactions assez fréquentes avec les déclarants qui nous transmettent des données aberrantes.
Il faut savoir que même si elles sont limitées en nombre, elles polluent de manière très massive le reporting. Si on multiplie un notionnel par 100, 1000 ou 10 000, c'est forcément une erreur importante pour nous en matière de supervision, en matière de surveillance en vue de détection des abus de marché ou en matière de réalisation d'études. Donc, elle est en plus, ces erreurs aberrantes, elles sont généralement en plus facilement identifiables. Donc, elles doivent être corrigées très rapidement. Un petit mot sur EMIR Refit, qui entre en application non pas dès le 28 avril, comme c'est écrit sur la slide, mais dès le 29 avril. Elle fera l'objet d'une attention soutenue de la part de l'AMF. Comme vous le savez, EMIR Refit implique un contrôle par les référentiels centraux des données transmises. Un mauvais format ou encore des données erronées engendrent un rejet des déclarations transmises, donc il conviendra de les corriger rapidement. Et une attention soutenue devra être portée à la mise en place, à la mise à jour des déclarations au nouveau format afin d'augmenter le taux de réconciliation. Nous allons effectuer des contrôles de qualité et on les partagera avec vous. Pour autant, nous ne pouvons interagir avec l'ensemble des intermédiaires de marché. On se concentrera sur les problèmes majeurs ou sur les déclarants qui déclarent le plus. Enfin, et pour ne pas oublier la transparence post-négociation, d'autant plus dans un contexte de mise en œuvre de la Consolidated Tape, ce sujet continuera d'être une priorité pour l'AMF et à ce titre, on demande aux plateformes de négociation, dont les OTF, d'être exemplaires, notamment sur le remplissage des référentiels auprès de l'ESMA comme FIRDS et FITRS. Merci. Alors, s'agissant des reportings spécifiques aux sociétés de gestion de portefeuille, donc on s'inscrit dans un contexte que vous connaissez, donc je ne rentrerai pas dans le détail, voilà, des obligations de reporting croissantes. Un contexte un peu particulier cette semaine, c'est la semaine de la mise en service de l'extranet ROSA pour les produits. Voilà, un jalon tant attendu voilà, qui rentre en service cette semaine. On est du côté de la supervision dans la continuité des actions qui ont été engagées ces dernières années avec des actions avec les acteurs de mise en qualité des données, avec la poursuite des démarches de DQC pour Data Quality Control sur les reportings les plus critiques, ceux qui sont les plus sensibles en matière de supervision, c'est-à-dire notamment les reportings MMF sur les fonds monétaires et les reportings AIFM. La petite particularité de l'année 2024 sera la mise en place par l'ESMA de ses propres DQC sur le reporting AIFM, puisque l'ESMA était également destinataire de ces données-là, qui nous amèneront au niveau des services de l'AMF à interagir avec les acteurs pour nous assurer que l'angle sur lequel l'ESMA regarde la qualité des données remontées par les acteurs français, voilà, et bien, que les acteurs ont bien les contrôles en place pour éviter de se retrouver en queue de classement dans les classements qui sont faits par l'ESMA sur voilà, les pays qui respectent le mieux leurs obligations de fourniture de données. Ce sont également des choses qui vont se traduire par un certain nombre de spots. Et je repasse la parole à Nicolas pour ce volet-là. Oui, sur les spots, il y a eu plusieurs spots déjà sur ce sujet de la donnée. Je rappelle qu'on a publié en octobre 2023 une synthèse qui portait spécifiquement sur les reportings FRARAC, le questionnaire lutte anti-blanchiment et ROSA, que nous sommes en train de travailler, je l'ai dit en introduction, sur le spot qui vise plus particulièrement les données de reporting que vous adressez à l'AMF sur AMMF, AIFM, que ce spot, la synthèse devrait être publiée en 2024, avec, comme toujours, des bonnes et des mauvaises pratiques constatées, et qu'en parallèle, nous allons lancer dans les prochaines semaines un spot sur le thème des ratios. Vous savez que les gérants doivent respecter des ratios. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des indemnisations et des réclamations. Donc nous lançons normalement dans les, j'ai dit prochaines semaines, ces mêmes prochains jours, ce spot qui sera la première campagne spot de l'année 2024 côté société de gestion. Dispositif de détection des abus de marché.
Alors assez régulièrement, les équipes de surveillance ou de supervision ou les équipes de contrôle font un constat d'insuffisance, soit au niveau du calibrage des outils qui conduisent à des alertes qui sont soit non pertinentes au vu de l'activité du prestataire, soit non traitées. Des insuffisances aussi au niveau de l'externalisation du dispositif qui est insuffisamment documenté et contrôlé. Donc même si ce n'est pas une nouvelle priorité de supervision au niveau de l'AMF, on a voulu l'expliciter dans le document qui est public afin d'attirer votre attention à vous sur votre dispositif d'abus de marché. Les axes d'attention des services de l'AMF porteront comme d'habitude, sur l'analyse des risques au titre d'une activité existante ou de toute nouvelle autre activité, sur la mise en place des outils de surveillance avec un calibrage adapté, l'éventuel recours à l'intelligence artificielle, la mise en place de contrôles et l'externalisation éventuelle ainsi que son encadrement sont nécessaires. Un autre point d'attention portera sur les déclarations d'opérations suspectes. Est-ce qu'elles couvrent l'ensemble des activités, l'ensemble des classes d'actifs, ainsi que la revue annuelle du dispositif. Pour ça, je vous renvoie à l'article 2.5 du règlement délégué 2016-957. Nous allons continuer à faire des feedbacks, on va essayer d'en faire de façon plus nombreuse, mais il y a un enjeu d'automatisation pour les rendre plus réguliers et plus larges. Aussi, je vous demande de renseigner tous les champs de ces DOS et pour également faciliter l'automatisation, il est à noter que nous réfléchissons à nous orienter vers un outil de déclaration plutôt que vers Sesterce. Alors, le temps file. Je vais aller très vite sur le suivi des activités de training algorithmique. Juste pour vous dire que c'est une priorité de supervision que nous avons reconduite cette année et qui se conduira au travers de 2 axes. La collecte et l'analyse des auto-évaluations annuelles des intermédiaires de marché sur leur dispositif de training algo, c'est le fameux RTS6, puis un CSA qui est coordonné par l'ESMA sur les contrôles pré-trade. Les établissements qui sont concernés par ce CSA ont déjà été informés puisqu'il a été lancé en février. Et comme pour tout CSA, il donnera lieu à un suivi des recommandations. Alors, voilà. Pour finir cette séquence, le thème de la valorisation des actifs non cotés, qui sont une forme également de données, où là, je vous invite à aller prendre connaissance de la publication qui a été faite en juillet 2023 d'un CSA valorisation sur les actifs peu liquides, qui se composait de 2 séries de spots et de questionnaires DGA visant les classes d'actifs peu liquides, obligations d'entreprise, l'immobilier, les actions non cotées, voilà, dont les conclusions, encore une fois, ont tourné au cours des procédures, mais également de la traçabilité des travaux d'évaluation, de la justification des changements de source de cours sur l'obligataire qui n'étaient pas toujours très, très bien faites. Et, on va dire, sur certaines classes d'actifs, notamment l'immobilier, les problématiques de périodicité de mise à jour des prix avec parfois une volatilité artificielle liée à la non-mise à jour des prix. Ça a pu être constaté en immobilier ou sur des actions non cotées. Alors sur les actions de supervision qui sont menées en 2023 et en 2024, on a surtout eu des choses sur le périmètre des fonds immobiliers, notamment du fait du contexte volatile et voilà, au niveau des taux d'intérêt, avec des actions de supervision qui ont nourri voilà, les actions de l'AMF qu'a développé Philippe tout à l'heure, donc je ne rentrerai pas complètement dans le détail, mais avec notamment des actions de supervision sur la mise à jour des valeurs d'expertise et des échanges continus avec les acteurs précisément pour s'assurer du bon respect par les acteurs des grands principes des dispositions réglementaires. Merci à tous pour votre attention. Nous vous laissons découvrir une vidéo où Christophe Bonnet vous parlera de l'open data à l'AMF. Et à la fin de cette vidéo, la table ronde sur les compositions administratives et jurisprudence 2023 de la Commission des sanctions de l'AMF prendra place. Voilà. Merci à tous. L'open data, ou données ouvertes en français, c'est la mise à disposition libre et gratuite au public des données produites et collectées, notamment par des administrations et services publics. Ces données sont accessibles en ligne, sous un format numérique facilement lisible, pour être utilisées, réutilisées et partagées par tous. En France, c'est le site data.gouv.fr qui rassemble les données ouvertes de l'État, des établissements publics et administratifs et des collectivités territoriales.
Oui, l'AMF partage depuis 2022 en open data sur le site data.gouv les informations sur les ventes à découvert. Elle le fait sous un format téléchargeable et mis à jour quotidiennement qui permet le traitement automatisé des données de position courte nette. Nous avons élargi l'année dernière la mise à disposition de nos données au public en intégrant également nos listes noires des sites et sociétés qui proposent des placements financiers aux résidents français sans y être autorisés. Il peut s'agir d'investissements sur le Forex, dans des cryptoactifs, des biens divers, en finance participative ou encore des usurpations d'identité. Enfin, depuis le début du mois de mars 2024, nous avons ajouté 3 nouvelles listes sur le site data.gouv. La liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées par l'AMF, la liste blanche des prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN, enregistrés ou agréés par l'AMF, et la liste blanche des investissements en biens divers, par exemple dans le vin ou les forêts. Ces listes noires et ces listes blanches sont mises à jour régulièrement. L'ouverture de données au public est une étape importante de notre programme de gouvernance et d'exploitation plus intensive de la donnée. C'est un moyen pour l'AMF de partager son patrimoine de données au profit d'un public large. Associations de consommateurs, banques, sociétés de gestion, brokers en ligne, autres administrations et régulateurs, chercheurs en finance, mais aussi épargnants. L'ouverture de nos listes noires et de nos listes blanches en open data a aussi pour objectif plus spécifique d'assurer une meilleure protection des épargnants. Cela nous permet d'obtenir une diffusion et une utilisation plus large de ces informations. Nous vous incitons, vous, professionnels, à vous saisir de ces listes en open data pour les partager auprès de votre clientèle. À l'avenir, l'AMF poursuivra progressivement la mise à disposition de données librement accessibles.